Depuis 2 ans, dans Allez j'ose, on a tendu notre micro à des comédiennes, des chanteuses, des créatrices, des animatrices, des écrivaines, des humoristes, mais encore jamais à une danseuse. C'est chose faite aujourd'hui, et pas n'importe laquelle, une étoile, une vraie. Et pour s'approcher un peu plus près de cette étoile, on met le cap sur Oulgat, en Normandie. Je m'apprête à rencontrer une femme singulière, une artiste hors cadre, inclassable, une rockstar du ballet. Mais avant de la rejoindre, je vais aller voir la mer. Mais non, mais regarde ça. C'est trop beau. Incroyable. 2 heures de Paris, hein. Prends une photo, c'est trop beau. La vie d'une étoile ne ressemble à aucune autre. Elle brille intensément, mais c'est un taux. À 42 ans, les danseuses de l'opéra sont remerciées, mises à la retraite après des décennies de discipline et d'abnégation. Alors, on a eu envie de comprendre comment vit-on l'après, quand on a tout donné à la scène. Comment cette immense interprète, célébrée aux 4 coins du monde, entre-t-elle dans sa deuxième vie ? Comment affronte-t-on le temps qui passe quand on est soi-même une légende vivante ? C'est ce qu'on s'apprête à demander à Marie-Agnès Gillot, qui nous attend tout sourire à côté de son gros chien magnifique devant sa nouvelle école de danse. Bonjour. Ouais, c'est beau, hein. Bonjour. Bonjour. Alors c'est par là. Allez. Je comprends, hein, la vie ici, là, le bon air. Ouais. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu veux pas revenir à Paris? Non, mais non. Même pas en rêve. Mais moi je comprends, en fait, pas du tout. Tu t'ennuies pas? Bah non, ils vont. Je sais pas qui m'ennuie pas. Ça, c'est le studio. Non, ça c'est le bal. Il y a un petit théâtre ici. Alors il y a une mamie qui travaille leur voix. Oui. C'est ici, dans cet ancien patronage, sorte de centre de loisirs du début du XXe siècle, réhabilité en espace culturel, que Marie-Agnès Gillot a fait son grand studio de danse. C'est en travaux parce que je suis en train de faire installer un escalier. Puis là-bas, il y a le vestiaire, les douches, les toilettes, c'est nickel. On s'installe dans le bureau. Ça y est, on y est. Mais juste avant de commencer, il faut peut-être que je lui pose une question. Mais est-ce que tu sais de quoi il parle, notre podcast? Non. On savait, on était sûrs. C'est ce qu'il parle de ménopause. Ah ben c'est parfait. C'est vrai? Mais pourquoi? C'est Parce que j'allais t'en parler. Ah bon? Oui. Mais c'est dingue. Ouais. Pourquoi tu pensais à ça? Parce que en fait, je me demandais, je réfléchissais en moi les choses qui ont changé depuis que j'ai quitté Paris. Et les 2 choses, c'est l'arrêt du tabac et la ménopause. Et donc je cumule les 2, donc je cumule le poids. Je cumule la ménopause plus l'arrêt du tabac. Alors, on fait quoi? L'arrêt du tabac, la ménopause, l'arrêt du tabac. On commence par quoi? Parce que l'arrêt du tabac, c'est vrai que ça faisait tellement partie de ta personnalité en même temps. Ouais. C'était Mais fou. je sais pas si vous avez vu le documentaire qui est sorti sur Canal+. Demain j'arrête. Et donc c'était numéro 1 des meilleurs documentaires sur Canal+ pendant 6 mois là. Il y a eu Demain j'arrête le sucre. Il y a eu le sucre, la cigarette. Moi j'ai fait le sucre. J'étais dans le sucre. Et moi j'étais dans la cigarette. Cette jeune fille, on imagine que c'est moi à 18 ans. Marie-Agnès Gillot. Je fume déjà 2 paquets de cigarettes par jour. Et pourtant, je rêve de devenir danseuse étoile. J'étais loin de m'imaginer que 9 ans plus tard, je serais danseuse étoile. D'accord. Mais je serai aussi accro au tabac. Au total, mes poumons auront absorbé 220 000 cigarettes. Aujourd'hui, et 22 000 paquets plus tard, j'ai décidé d'arrêter.
Enfin, je vais essayer. Ce film-là, ça commence par ma gynéco qui me dit Marie-Agnès, là, c'est pas possible, quoi. En fait, tu es ménopausée et ton corps est parti dans un changement fou. Tu n'as plus du tout le même métabolisme. Et là, il va falloir que tu arrêtes de fumer parce que là, on va à la crise. Donc, c'est ma gynéco qui m'a demandé d'arrêter de fumer. Et donc, elle m'a demandé quand j'avais 48 ans déjà. Parce qu'elle s'est dit, je connais la bête. Avant qu'elle y arrive, ça va être difficile. Et donc, j'ai réussi, pour ma ménopause, à être pure. C'est génial, bravo. Ouais. Chez les femmes plus âgées, le tabagisme est sévèrement grave à partir du moment où on va commencer à entrer en ménopause. Ouais, donc c'est une double peine. Toutes les femmes qui entrent en ménopause augmentent leur risque cardiovasculaire. Et donc une femme qui est une tabagique chronique et qui a fumé pendant des décennies, elle a tout son passif de tabagisme avec elle. Et puis, la ménopause arrive et elle perd sa protection cardiovasculaire. Donc soudain, elle monte mais méchamment dans les risques. Et à partir du moment où ta gynéco te dit ça, donc l'hygiène de vie, elle va changer comment ? Comment tu vas arrêter par exemple la cigarette ? Du coup, j'ai tout essayé durant ce film pour le documentaire. Donc, j'ai essayé les patchs, les substituts cachés, les fausses cigarettes à la nicotine, hypnose. Ouais. La tabacologue m'avait fait tout un programme à respecter, avec tous les patchs, les bonbons, le truc. Mais en fait, ça n'a pas marché, donc je continue à fumer. Et puis, ça a quand même fait son chemin. Et de moi-même, toute seule, je me suis mis à la vapote. Et là, j'ai arrêté de fumer toute seule. Ah, génial. Et tout le monde me disait, elle va jamais y arriver. Hein. Ça, s'il y en a une... Ça a scotché tout le monde, en fait. Parce que je fumais 2 paquets par jour. Hein. Mais oui. C'était pas la petite fumeuse de dimanche. Hein. Mais comment tu faisais ? Ça t'empêchait pas de danser, pourtant ? Non, mais ça devait faire partie de mon entraînement. Comme j'ai toujours fumé, je me rendais pas compte que si j'avais arrêté de fumer, j'aurais peut-être pu encore dépasser des bornes. Et maintenant, comment ça se passe alors sans la cigarette ? Est-ce que parce que par exemple, tu parles de ta peau, mais t'as dû quand même avoir des bénéfices incroyables ? Ouais, la peau, comme j'ai grossi, ça a rempli les rides. Parce que moi, d'arrêter de fumer, j'ai quand même pris 6 kilos. Mais c'est rien, 6 kilos. Ah c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Ah bon ? Bof. C'est pas non. Ça fait 1 kilo par mois, quoi. Ça fait 7 mois que j'ai arrêté de fumer. Oui, 7 mais je vais bientôt arriver à 7 pour kilos. quelqu'un qui fumait 2 paquets, ça va quand même, hein. Ouais. Ouais. Et par contre aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on arrête le tabac, ça va très vite à se purifier. C'est-à-dire que là, au bout de 6 mois, j'ai déjà plus de risques cardiovasculaires. C'est génial. Et tu ressens pas justement une manière de respirer ou un mieux-être, ou même quand tu danses, tu vois pas la différence? Si. Les premiers mois, en fait, comme j'étais en scène et que je dansais à Paris au Rond-Point, quand on me donnait mes corrections, j'étais comme ça sur les genoux, en train d'écouter. Et puis après, en fait, dès que j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de danser. Là, du coup, j'écoutais debout, style oui. Et vous allez bien? Aucun essoufflement. Ouais. Essoufflement, pardon. Donc ça, c'est tout de suite visible chez un sportif. Mais sinon, la peau, tout ça, je me suis pas rendu compte. Mais apparemment, tout le monde me dit que la peau, c'est beaucoup mieux aussi, qu'on est moins grise. Ah non, t'es pas grise du tout. Ouais. Non. Et quand on parlait de ménopause tout à l'heure, est-ce qu'on t'en avait déjà parlé en amont? Est-ce que t'en avais parlé avec ta maman ou ta tante avant, ou des amies danseuses ou amies? Non, c'est même moi qui mets toujours ça sur la table, ce que je demande à mes copines, parce que comme j'ai eu la chance de garder deux amies avec moi depuis le début, Noémie et Lucie qui étaient dans le corps de ballet avec moi, je leur parle, mais elles ça part, la question, elles me répondent pas. Hein. Quand tu dis elles ne me répondent pas, c'est qu'elles ont pas envie, personne n'a envie d'aborder le sujet. Ouais. C'est un sujet tabou encore. Je sais pas, mais moi, j'ai pas de problème. Même je le dis aux hommes, je trouve ça totalement naturel, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi on devrait se cacher. De toute façon, c'est nous qui avons tout, les femmes. Hein. Donc c'est juste un rang de plus. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai. Le cœur, la peau, les poumons, les organes vitaux, tout
tout se transforme chez la femme. Comment c'est arrivé? Comment tu l'as senti arriver cette ménopause? J'ai juste plus eu mes règles, en fait. T'avais eu des signes précurseurs? Non, j'ai pas eu vraiment de bouffées ou de choses. Non, moi j'étais plutôt déprimée, moi. Oui, message. Ouais. Bon, en même temps, j'avais perdu toute ma famille, donc je cumulais les dépressions, mais j'étais très, 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 très triste. En 13 mois, j'ai perdu mes 4 parents. Donc mon oncle, ma mère, mon père et mon beau-père. Plus mon boulot. Donc, voilà, c'était une bonne claque, quoi. Ben oui, j'imagine. C'était long, quoi. Donc, après, je me suis dit, ah oui, peut-être que la ménopause m'a un petit peu aidée à rester dans ce gouffre. Ben oui, bien sûr. Moi, j'ai perdu ma mère et j'ai été ménopausée juste après. Et en fait, ça a été comme ça. Pareil, ouais. Pareil. Et sinon, je vous dis, je pense que comme c'était après le deuil, dans mes deuils, en fait. Donc, je sais que quand j'avais beaucoup de contrariétés, mes règles s'arrêtaient. Donc, je me suis dit, mes règles s'arrêtent parce que je suis trop contrariée, je suis trop triste. Donc, d'abord, j'ai pensé ça, en fait. Et puis, quand je suis allée consulter, ma gynéco et le professeur m'ont dit non, il faut 1 an sans avoir de règles pour être ménopausée. Donc là, je suis revenue, je dis ça fait 1 an. Non, vous êtes toujours pas ménopausée, vous avez encore des pertes. Ah bon, non mais là, ça fait 2 ans là. Ah oui, là 2 ans, c'est bon. Oui, là, ça y est. Bon. Alors comment ça s'est passé tout ça? Moi, je le sens plus maintenant. Oui. Peut-être ça va faire 1 an que je suis ménopausée, parce que là, je vois ma peau, ma sous-peau, tout est changé. Moi qui n'ai pas eu un pet de cellulite de toute ma vie, tout d'un coup, j'aperçois de la cellulite. Et je me dis, une nouvelle formule sur mon corps. C'est quand même... Donc je découvre ce que les gens connaissent depuis très longtemps. Depuis très les longtemps. gens normaux. Moi, je découvre. Parce que c'est vrai que tu faisais partie de ces danseuses, tu le disais d'ailleurs, que tu pouvais manger tout ce que tu voulais, tu grossissais jamais, tu avais un métabolisme incroyable. Ouais, mais le problème c'est que je continue, je peux pas me mettre au régime. Donc voilà, c'est que ça va être comme ça, hein. J'ai pas du tout envie de... Enfin bon, peut-être plus tard, je sais pas, mais j'ai pas du tout envie de faire d'efforts là-dessus. Hein. Et alors la ménopause, est-ce que la gynéco t'a donné un traitement? Non. Non, rien? Non, rien. Parce que j'en ai 2 gynécos. J'ai le monsieur qui m'a accouché et sa main droite ou sa main gauche, je sais pas. Et donc, le professeur, il m'a dit, mais Marie-Agnès, ça va? Je dis, oui, ça va. Bon, on va rien te donner, alors. Parce que, si t'avais vraiment... des vrais symptômes, mais là, tu t'en sors bien, on va pas pourquoi te rajouter des hormones de synthèse alors que tu t'en sors sans rien? Oui, parce que tu dors bien. Je dors bien. Il n'y a pas de bouffée de chaleur, comme tu l'as dit. Donc oui, t'es pas du genre à prendre quoi que ce soit. Non. Même là, la semaine dernière, j'étais malade. C'était difficile, quoi, de prendre quelque chose. Mais là, j'ai quand même pris des antibiotiques. Pourquoi c'est difficile? Parce que ça a été... J'ai posé et je réponds en même temps, mais... Parce que je me suis dit, parce que t'as tellement été à la dure quand tu faisais de la danse qu'aujourd'hui, finalement, rien ne te paraît... Oui, et puis c'est surtout que j'ai vu la génération passée de danseurs se détruire aux médicaments. Ah oui? Ouais. C'est-à-dire que toutes les grandes danseuses, Guylaine Tesmar, par exemple, elle me disait surtout, tu danses pas sous anti-inflammatoire, tu danses pas. Et puis ma mère, à prendre ses Doliprane 3 fois par jour, elle s'est tapé un cancer du foie en fin de vie. Donc, en fait, les médicaments, c'est bien pour un temps, mais ça détruit aussi beaucoup. Parce que même une étoile doit s'éclipser. Hier soir, c'est comme le veut la tradition, sous une pluie de confettis, que l'Opéra de Paris a dit au revoir à sa danseuse. Atteinte par l'implacable limite d'âge des 42 ans, entourée de son fils de 4 ans, Marie-Agnès Gillot a tiré sa révérence sur la scène où s'est déroulé l'essentiel de sa carrière. Est-ce qu'on peut revenir au moment où tu as 42 ans et tout d'un coup, ça va s'arrêter? Ouais, alors gros deuil aussi. Ouais. Premier gros deuil. On n'est absolument pas préparé à l'Opéra de Paris pour faire une sortie. Ouais. On est que préparé pour monter et être l'élite. Mais quand on vous remercie, c'est vraiment... c'est violent, quoi. Enfin, mais comment ça se passe? Et qui a décidé, c'est une question peut-être complètement non, mais pourquoi 42 ans?
Alors, c'était 40 ans pour les filles auparavant et 45 pour les garçons. Il y a une femme qui a fait un procès, comme quoi c'était pas normal. Donc, on a gagné 42,5. Mais pourquoi si je ne sais pas. Les garçons, c'est vrai qu'ils sont plus fatigués physiquement que nous parce qu'ils portent, ils sautent et que le rebond et le saut, c'est ce qu'on perd en premier. Alors que le travail des pointes, on le perd moins vite. Ouais. Donc, les garçons, c'est vrai qu'à 42 ans, c'est bien. Les filles, on peut aller jusqu'à 45, 48, facile. Et alors, comment tu le vis à ce moment-là, en vrai? Alors, je le vis très mal, parce que moi, je n'aime que la routine, la discipline, le truc pépère qui se répète. Enfin, le truc pépère, Voilà. Le truc pépère, pas pour nous, mais pour Oui, toi. Ce que tu appelles le truc pépère, voilà. c'est une discipline de dingue. De dingue, mais moi, mes 8 heures de danse, c'était pépère pour moi. Ouais. Et donc, en fait, je perds mon cadre, quoi. Ouais. Mon cadre de vie et ma maison, parce que j'ai toujours vécu dans l'opéra toute ma vie. 33 ans 33 ans, mais 33 ans, 8 heures par jour, donc presque je vivais plus à l'opéra que dans mon appartement, quoi. Donc c'est juste bizarre de plus retourner où même votre chien vous conduit avant vous, tellement il connaît le chemin. Mais justement, il se passe quoi? Genre le lendemain, t'es chez toi, c'est le vide? C'est le vide, ouais. Ouais. C'est le vide, et tout de suite, en fait, mes amis ils me connaissent, et donc ils m'avaient déjà proposé des choses, et du coup j'enchaîne sur du théâtre, et j'ouvre le Marigny en jouant la comédie dans Peau d'âne, et je joue la Reine Rouge. Donc j'enchaîne un autre théâtre direct. Donc ça, au moins, ça sauve. Voilà, au moins je suis encore en scène. Et en même temps, il y a une phrase que je trouve tellement jolie. Je ne veux pas que ça s'arrête, je ne veux pas partir. Mon corps, mon athlète n'est pas prêt. Lui aussi veut rester, il en a besoin. Ouais, mais ça c'est l'entraînement. Ouais. On est accro à l'entraînement. C'est une drogue pour nous de s'entraîner. Et quand du coup ça s'arrête, ça fait un vide, un grand vide. Mais c'est plus l'effort physique qui nous manque. Et surtout, on se sent bien dans sa tête, en fait. C'est pas qu'une question de, vous voyez, de vouloir y arriver. C'est juste qu'en fait, si on va plus fort, on va plus loin et on se sent mieux. Mais il y a quand même cette histoire d'être la première, non? Oui, mais ça, on est toutes conditionnées pareil. Hein. Ah non, moi je suis pas du tout conditionnée comme ça. Non, je veux dire les danseuses et tout, oui. on est conditionnées. On est conditionnées comme ça. Ouais. Tout le monde veut être la première. Ah oui. Ouais. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un moment, quand on parlait de l'arrêt, du deuil, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a une chute? Parce que quand on a eu comme ça autant d'adrénaline... Si. Moi, je suis bien descendue. Hein. De l'étoile, je suis bien descendue au R de terre. Hein. Heureusement que j'avais un enfant, quoi. Ouais. Ce qui donne la discipline. Quelque part, qui est ma discipline actuelle? Ouais. C'est mon enfant. Me lever tous les jours à 6h30, le porter au bus à 7h44, aller le rechercher. Mais ça fait quand même je trouve, un entretien de vie, et on est obligé de se tenir. Bien sûr. Et je pense que sans ça, je pense que je serais descendue bien plus loin, quoi. Ça veut dire quoi, bien plus loin? Je me serais laissée aller, quoi. Je me demande ce que ça veut vouloir dire pour une danseuse de se laisser aller. Plus rien faire. Ça veut dire plus d'exercice. Buller sur un canapé à regarder des trucs. Plus bouger, quoi. Il y a Maurice Béjart qui disait, pour être danseuse, il faut être mi-nonne, mi-boxeuse. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il faut cette foi, ce don de soi, comme une nonne qui se dévoue à Dieu. Je pense pas que ça soit vraiment que sexuel, cette phrase. C'est la dévotion que vous avez pour Dieu, la dévotion que vous avez pour la danse. Voilà, c'est un don de soi. On peut pas faire en dilettante, en fait. Et boxeuse parce qu'on est des guerrières, parce qu'en fait on a une compétition qui fait des ravages, et que même arrivé au plus haut niveau, il faut qu'on garde notre place tous les jours, et que c'est la plus forte qui gagne. Non, mais c'est dur. Mais ça me fait penser à la fameuse phrase, justement. L'opéra est une machine à broyer les faibles. Ouais. Dites la phrase de Ghislaine Tesmar. Ouais. C'est ça. Celle qui me disait justement ne prends jamais d'anti-inflammatoire. Marie-Agnès ne danse pas sous anti-inflammatoire. Parce qu'elle s'est blessée ses hanches. Parce qu'elle sentait pas, du coup elle allait trop loin. C'est fou ça. Et vous vous en sortez comment alors? Moi, c'est drôle parce que j'étais quand même la plus mal barrée, parce que je suis quand même handicapée avec une double scoliose et tout, et je me retrouve pas médicalisée. Moi, mes collègues, elles ont toutes les épaules, les genoux pétés, les trucs. Moi, je suis handicapée. Ma scoliose s'aggrave de jour en jour,
mais je suis quand même mieux qu'elle. Alors, cette scoliose, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on Bien peut sûr. raconter? La scoliose, c'est une maladie qui est pas encore très connue, qu'on n'arrive pas à soigner, qu'on n'arrive pas à modérer, qu'on n'arrive pas à discipliner. C'est une déformation de la colonne. Moi, j'ai une double scoliose. Depuis l'âge de 12 ans? 12-13 ans? Ouais, un petit peu avant. Et j'ai porté un corset de l'âge de 11 ans jusqu'à 18. Et je l'ai caché à l'opéra. En fait, le médecin, il veut vous opérer et vous vous dites non. Ah non, parce qu'une barre de fer dans le dos, Ouais. non, c'est foutu. Ma vie est foutue. Donc vous dites, je vais souffrir, c'est pas grave, je suis prête à tout, mais Ouais. pas d'opération. Pas d'opération. Parce qu'à 9 ans, j'étais déjà petit rat. Hein. Ouais. Et du coup, je cache mon corset. Et après, quand je suis libérée de mon corset à l'âge de 18 ans, je ne raconterai jamais que j'étais handicapée toute ma vie. Et je vais l'annoncer qu'une fois que je serai au firmament, c'est-à-dire qu'une fois que je suis arrivée à être étoile. Et là, vers 30 ans, je commence à dire que, en fait, je suis handicapée 100%. Et que comme c'est un handicap invisible, mais invisible pour des gens qui sont habillés, mais enfin, moi, je suis quand même, c'est quand même les costumes, c'est très proche du corps, donc on est quand même presque toujours très nus. Et les danseurs m'ont dit, mais c'est fou, parce que oui, on voyait que tu avais une bosse, mais on pensait que c'était un muscle, une contracture. Enfin, ils s'étaient vraiment pas habiles à voir que j'étais complètement déformée, en fait. Ça me fait penser, c'est marrant parce que ça me fait penser à ta grossesse en même temps. Ah oui, c'est Tu pareil. tu as caché ta grossesse Ouais. aussi. Je suis très douée pour cacher mon corps. Mais pourquoi? Parce que il m'appartient et que quand on rentre dans l'opéra, c'est votre corps, il appartient au ministère de la Culture, en gros. Donc Vous êtes là, un produit qui appartient hmm. à une institution, à un État. Ah, mais la vie a été bien faite, c'est que j'ai dansé au mois de juillet à 4 mois et demi. Donc j'avais un peu d'aérophagie, on va dire. J'avais une gaine et je serrais très fort les abdos. Et je suis revenue en septembre, j'étais à 6 mois et demi. Alors là, Ouais. c'était sorti, on va dire. Ouais. Et donc là, les gens, ils se sont tombés sur le cul, quoi. Ils se sont dit, non mais même ça, elle nous a eu, quoi. Hmm. Parce que là, du coup, je passais de rien à être enceinte très fortement, quoi. C'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Qu'est-ce qui s'est se passe? passé? Ils ont fait une annonce. Ils ont fait une annonce nationale comme quoi j'allais pas danser. Donc il y a des mécènes, tout le monde a retiré des sous de l'opéra parce que j'allais pas danser. Mais non. Bah si. Parce que j'allais être absente pendant 6 mois minimum. Ben, c'est toujours Oui, le problème d'être un produit. Alors, ce qui nous intéressait aussi beaucoup avec toi, c'était de parler aussi du corps des femmes sportives. Comment ça fait quand on a soumis son corps justement à une discipline de fer exigeante, éprouvante, qu'on a enduré la souffrance physique, que tu as enduré très fortement, puisque avec l'histoire de ton corset aussi, tout ça par passion. Comment ça se passe après? Ben, ce masochisme me manque en fait. Ah oui. Ben ouais. J'ai hâte que ça me refasse mal. Mais non. Non, il y a des fois, je me dis, je me sens toute flasque. J'aime bien quand ça fait un peu mal. C'est dur. Ouais, j'aime bien avoir des courbatures aux abdos, j'aime bien avoir des courbatures aux fessiers, j'aime bien avoir mal. La sensation d'avoir bien travaillé, vous savez, avec toutes ces substances qu'on dégage quand on travaille sur son corps, qui sont démentes après. En fait, ce qui est drôle, c'est que je suis venue me confiner ici. Et que après le confinement, je sais pas, les gens, ils ont oublié que j'étais à la retraite et que les projets sont repartis de plus belle. C'est-à-dire que je suis de nouveau en scène et je danse toujours autant à l'étranger, en France. Et je me dis, c'est fou, les gens, ils ont pas pigé que j'étais à la retraite, quoi. C'était là, parce que là, je vais avoir 50 ans. C'est quand même exceptionnel. On se compte sur une main, quoi. Les danseuses qui jouent encore autant à 50 ans. De ma génération, par exemple, d'étoiles, il y a que moi qui continue à faire ça, quoi. Et le corps fonctionne bien? Ouais, avec des différentes formes, hein. C'est-à-dire? J'ai plus le même corps affûté. J'ai le corps d'une femme de 50 ans. Après, comme vous dites, ça se voit pas. Non. Ça se voit pas, mais bon, moi, je le sens bien. Ouais. Mais justement, quand tu dis je le sens, ça veut dire quand tu danses, il y a quelque chose, alors toi qui aimes justement vraiment la discipline, est-ce qu'il y a une discipline à avoir encore plus qu'avant, du coup, ou retrouver une autre discipline?
Non, j'ai moins de discipline, mais j'ai un petit train-train quand même, parce que comme j'ai créé cette école de danse où j'enseigne aux enfants et que je montre les pas, donc ça me fait quand même mon petit entraînement, parce que le mercredi, le mercredi, je vais quand même montrer 6 cours. Donc voilà, donc je montre. Donc, à moi de montrer avec les 2 jambes, parce que les premières fois, je me suis fait avoir, je montrais qu'avec la jambe droite. Du coup, j'avais une jambe travaillée, pas l'autre. Mais du coup, c'est quand même un exercice qui fait que ça me tient en forme de montrer. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus danseuse à l'opéra, mais on peut toujours vous voir sur scène. D'ailleurs, beaucoup, tu le disais, tu danses un peu partout. Quelle est ton hygiène de vie? Comment tu prends soin de toi, de ton corps? Et qu'est-ce que tu as gardé de ces années de discipline, justement, de l'Opéra de Paris? Je dors beaucoup. Ouais. Alors ça veut dire quoi, je dors beaucoup? C'est-à-dire que toute ma vie, j'étais obligée de me coucher tard par mon métier. Et depuis que je suis en Normandie, je me couche tôt. Donc du coup je me lève tôt, et ça c'est mon rythme vraiment naturel, parce que je me souviens petite d'attendre à 6h du matin. Donc j'ai retrouvé ma qualité de rythme naturel qui est couche tôt, lève tôt en fait. Et ça avait disparu de ma vie, parce que quand on est artiste c'est l'inverse. Donc ça m'a déjà apporté beaucoup de bénéfices, parce que je me lève pas fatiguée, parce que j'ai retrouvé mon propre cycle. Après, j'ai toujours bien mangé. Ma passion, c'est la cuisine. J'avais un beau-père cuisinier, donc moi, j'aime la bouffe. Je sais que on pourrait ne pas le penser, mais c'est ma passion. Donc, je mange que des bons produits, et je pense que c'est ma plus grande médicamentation. Je sais pas comment. C'est des aliments en fait. C'est de manger des bons trucs. Après, c'est devenu très à la mode. Mais moi, j'ai mangé comme ça toute ma vie. C'est pas une nouveauté pour moi. Parce que là, maintenant, c'est un peu la fashion. Je bouffe bien, je suis bien. J'entends ça. Je dis, mais c'est un peu tard, les gars, là. En fait, pour avoir les bénéfices, faut commencer petit, quoi. Mais même quand t'étais, par exemple, quand tu étais à l'opéra, tu faisais, tu cuisinais tu pouvais pas, tu cuisinais des choses. Ouais, c'était ma passion. J'avais un beau-père cuisinier, donc moi, par exemple, le vendredi soir pour rentrer, moi j'avais tarte à l'oignon faite maison. J'avais pas un sandwich pourri acheté sous un plastique. J'avais tout le temps des trucs préparés, mangés. C'était très important pour nous. Et ma mère, elle m'a toujours fait comprendre que ce que je mettais dans mon corps, c'était l'essence, quoi. Donc il fallait bien manger pour avoir des bons trucs. Et après aussi, elle m'a soignée à l'homéopathie très très jeune. Donc ça me faisait marrer, parce que tous les enfants pensaient que je me droguais, parce que les petites granules dans les années 80, ça intriguait tout le monde. Bien sûr. Alors maintenant, tout le monde a sa petite fiole de granules, mais remettez ça 40 ans avant, vous allez voir la tête que vous aviez par rapport à vos camarades. C'était un peu... elle a des trucs bizarres, quoi. C'était... On a remarqué d'ailleurs, puisque ça fait 2 ans qu'on fait ce podcast, à chaque fois, finalement, on revient toujours à la même chose, à une alimentation, enfin, à faire attention à ce qu'on mange. Enfin, c'est pas forcément faire attention à ce qu'on mange, mais bien manger. Ouais, c'est pas faire attention. Moi, je fais pas. Je mange. Faut mieux m'avoir en photo qu'à table. Hein. J'ai un bon coup de fourchette. Quand t'as dit que tu avais pris des kilos, parce que il y a la ménopause, il y a l'arrêt de la cigarette. Quand tu danses comme ça, est-ce que ça peut te poser un problème face à ton miroir, ou est-ce que tu peux te sentir complexé, ou... Faut que je m'habitue, quoi. Parce que là, je vois, c'est pas la bonne femme, hein. Quand je me vois, c'est pas le même corps. Mais ça me déroute pas plus que ça, quoi. Mais de toute façon, j'ai jamais été comme ça, j'ai jamais touché à mon visage, j'ai jamais fait de trucs. Par contre, pareil, la peau, j'utilise des bons produits, des bonnes crèmes, j'essaye de tout mettre de mon côté, mais je serai pas quelqu'un qui va essayer de se transformer. Je crois plus à la sculpture physique qu'à la sculpture esthétique travaillée, quoi. Mais non, parce que je me posais la question par rapport au fait que quand on danse, on se voit tout le temps face à un miroir. Donc effectivement, on peut quand même, quand le corps change, tout d'un coup, ne pas se reconnaître. Après, moi, je me vois, mais c'est la matière à travailler que je vois. Ça, je me vois pas en me voyant réellement, en fait. Je vois ce qui reste à bosser, quoi. Ouais. Moi, et chez moi, j'en ai pas de miroir. Enfin, j'ai vécu longtemps sans miroir. Là, j'en ai remis parce que mon fils, il me dit, maman, pas de miroir. Et pourquoi chez toi, il y a pas de miroir? Parce que de se regarder 8 heures dans le miroir, à la fin, il y en a marre. Ouais. Et puis pour se brosser les dents, ça sert à quoi d'avoir un miroir? Enfin, franchement. Enfin, on peut checker avec un tout petit. Pas besoin d'avoir des trucs où tu te vois en long, en large, en travers.
Donc du coup, c'est beaucoup plus simple de pas se voir. Bah oui, c'est les autres qui vous voient. Et quand c'est les autres qui vous voient, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, en tout cas... Toi, tu t'en fous. Moi, je vois pas ce qu'ils voient, de toute façon. Toi, à part la danse, il y a quelque chose d'autre que tu fais? Non. Non. C'est tellement complet, la danse, que je vois pas ce que j'irai chercher de mieux. Par exemple, demain, mardi, mercredi, j'enseigne aux enfants. Donc, j'enseigne de 10h à 20h. Et jeudi, je commence une résidence d'artiste pour Isadora Duncan. Donc, on va travailler pareil de 10h à 16h. Oui, on fait 2 fois 3 heures. Tu danses du matin jusqu'au soir. Donc, le corps il y a des jours où, voilà. Après, il y a des jours où je danse pas. Voilà, c'est plutôt 4 jours par semaine sur 7. Avant, c'était 6 sur 7. Donc, j'ai quand même régressé, quoi. Ouais. Pour que le corps puisse se reposer aussi. Ouais, parce que j'ai pas envie de plus non plus. Hein. Enfin, je veux dire, je suis retraitée, quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, une drôle de retraitée, quand même. Retraitée, très, très, très active. Voilà. Il y a quelque chose que tu aurais très envie de faire que tu n'as pas encore fait? J'aimerais bien arrêter de bouger. Essayer de peindre. C'est vrai? Ouais. Parce que je peignais beaucoup et puis en fait j'ai plus le temps de faire ça. Donc j'aime beaucoup broder aussi. Et par exemple durant ma grossesse, je m'étais fait une baguette. Il y avait Fendi m'avait donné le sac baguette que j'ai tout brodé à la main, mais qui est magnifique. J'avais fait des signes et tout noir et blanc. C'est une merveille. Quand je montre à mes copines, je leur ai dit non, je m'occupais à ça pendant que je grossissais. Elles m'ont dit mais c'est fou, mais t'as un talent, il faut que tu brodes. Et donc je regarde toujours. J'aimerais bien être artiste plus. Ce que je faisais quand j'étais à Paris, j'ai des œuvres. J'ai une œuvre au Palais de Tokyo. J'aime bien ce. Donc je sais pas sur quel support. Ça serait la peinture, la broderie, le dessin, ou alors carrément du béton. Je sais pas. Mais j'ai quand même toujours des idées. Des désirs, en tout cas, de création sans arrêt. Mais pas forcément, voilà, plus... Qui n'a pas de rapport avec le corps. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien dire aux femmes ou aux hommes qui nous écoutent? On aurait pu partager, les hommes, quand même. Vous auriez pu avoir un truc à 50 ans plutôt que nous. Encore. Ça aurait été sympa de diviser la poire en deux, pour une fois. Et les femmes, moi, je trouve que les femmes vieillissantes sont les plus belles. Surtout quand elles touchent pas trop à rien. Parce que là, en fait, il y a la prouesse de la vie qui marque de la poésie sur les visages. Et puis, il y a, je sais pas, il y a une autre aura du corps qui sort. Et il y a une autre dame qui va en sortir, je trouve. Toi, il y a une autre dame qui est en train de sortir. Ouais. Elle est comment, cette autre dame? Elle est plus calme. Ouais. Elle est plus calme. Si toi, tu revenais 20 ans en arrière? Non, je pense pas. Non, je ne reviendrai pas. Non. Et pourquoi? Parce que j'ai envie de découvrir la suite. Bah oui. C'est vrai, t'es mieux maintenant qu'avant, alors que c'est autre chose, mais pourquoi ça serait moins bien? Non, je sais pas. Non, pas forcément, mais... Je suis en découverte, là. Je suis en apprentissage. Ouais. Comme avec la ménopause. Une découverte de soi-même, un apprentissage. Moi, je trouve que c'est une nouvelle vie. C'est des nouveaux rythmes, des nouvelles formes. Tout est nouveau. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, en fait. Mais par contre, voilà, il faut oublier ce qu'on était, quoi. Si on veut rester comme toutes ces jeunes filles, là, faut peut-être aller consulter, quoi, en fait. Parce que moi, vieillir... non, franchement, les femmes âgées, moi, je les trouve trop belles. Moi, j'ai adoré voir mes coachs, Guylaine Tesmar, toutes ces Florence Claire, Loïc Paraudjo, mais elles sont trop belles, quoi. C'est des femmes qui vieillissent, mais la classe, quoi. Cette poésie de vieillesse qui s'inscrit sur les visages, sur les corps, mais en même temps, cette puissance, c'est des sages, ça devient des sages, ça devient des savants. J'adore, moi. C'est comme ça que tu vas devenir? Moi, je veux être sage et savante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai parlé à une étoile aujourd'hui. Voilà. Je suis très contente. Ça me fait quelque chose. C'est vrai. C'était adorable.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, on est venu jusqu'ici, jusqu'à Houlgate pour te rencontrer, pour te voir. Non, mais c'est très touchée d'être rencontrer une étoile. C'était pas rien, quoi. Ouais. C'est vrai. Retraitée depuis 6 ans, Marie-Agnès Gillot nous prouve qu'une véritable étoile ne s'éteint jamais. À 50 ans, elle danse, elle transmet et se regarde vieillir avec une certaine sérénité. Cette sérénité, cette façon d'habiter un corps en pleine métamorphose, c'est aussi ce que Camille Froidevaux-Métry interroge à sa manière. Philosophe féministe, elle explore depuis des années l'expérience vécue du corps des femmes. Dans Pleine et douce, son dernier roman, elle tisse les voix de plusieurs femmes à différentes périodes de la vie. Puberté, maternité, maladie, ménopause, autant de passages, de transmissions et d'émotions intimes qui disent quelque chose d'universel. Nous avons eu le plaisir d'échanger ensemble le temps d'un appel. Camille, en 2019, vous vous demandiez déjà, en parlant de la ménopause, si le dernier grand tabou au sujet du corps des femmes était enfin en train de tomber. On est en 2025. Qu'en est-il selon vous aujourd'hui ? Alors, il y a quelques évolutions qui témoignent de changements en cours, mais ce que je voudrais commencer par dire, c'est que ce dont il s'agit, c'est une très très longue histoire et que tout ça ne se passera pas en quelques années. Si on se replace dans une perspective historique, on peut rappeler que pendant des siècles et des siècles, on a pensé que le sang menstruel permettait chez les femmes d'évacuer des résidus toxiques hors de leur corps. Et que donc, ne plus avoir ces règles au moment de la ménopause, c'était garder la toxicité à l'intérieur de soi et donc devenir soi-même toxique. Et cette représentation, elle remonte des siècles en arrière. Et on aurait pu imaginer qu'avec les progrès de la médecine moderne, on change un peu cette vision hyper négative. Mais il n'en a rien été. C'est même presque pire, puisque à partir du 19e siècle, quand on a commencé de comprendre les ressorts et notamment la dimension hormonale de la ménopause, ce qui s'est passé, c'est que celle-ci est devenue une maladie. Donc, au début du 19e, il y a un médecin français qui s'appelle De Gardanne qui va publier un livre qui s'intitule De la ménopause ou de l'âge critique des femmes. Et là, il va présenter l'arrêt de l'écoulement du sang menstruel comme une atteinte à la bonne santé des femmes. Et il va donc construire ce processus physiologique comme une véritable pathologie. En montrant comment, notamment, selon lui, le fait que la masse sanguine des femmes s'accroisse puisqu'elle ne s'écoulait plus, cet accroissement de masse sanguine entraîne tous les désagréments et les maux physiques et psychiques, les troubles du sommeil, les bouffées de chaleur, les insomnies, la fragilité osseuse, la sécheresse vaginale. Enfin bref, il va faire la liste, en fait, de tous les symptômes de cette maladie que serait pour lui la ménopause. Et ça va déclencher, en fait, ensuite de ça, dans les représentations, tout un tas de réflexes en mode traitement, en fait, de cette pathologie féminine. À la fin du 19e, la ménopause devient, entre les mains des médecins, une espèce de trouble spécifique. Et on va enraciner dans les esprits cette idée fausse qu'une femme ménopausée va nécessairement avoir des troubles psychiatriques et notamment une sorte de dépression récurrente ou rampante. Bref, en un mot, il se passe un phénomène, j'allais dire, d'appropriation par le corps médical patriarcal du corps de la femme ménopausée, qui est donc réduite à un ensemble de symptômes et donc à une pathologie. Et donc, le problème, c'est que ça s'arrête pas là, parce que définir ainsi négativement la ménopause comme une maladie, ça produit des effets sociaux en termes de discrédit, d'invisibilisation, de péremption sociale, professionnelle et même intime des femmes. Et là, bon, c'est encore tout un champ de discrimination qui va s'abattre sur les femmes. Est-ce que vous pensez quand même qu'aujourd'hui, en 2025, il y a eu une certaine révolution, je dirais ? Oui. Alors, pas seulement autour de la ménopause. Ce qu'on
Ce qu'on a la chance de vivre, nous, aux femmes quinquagénaires du début du XXIe siècle, c'est une période de réappropriation par les femmes, et spécifiquement par les féministes. Il faut dire les choses comme elles se sont passées. Depuis à peu près une bonne décennie, on est entraîné dans une dynamique où on voit une nouvelle génération de féministes qui se ressaisissent des dimensions corporelles. Ça a commencé avec les règles, justement, au début des années 2010. Et c'est pas du tout un hasard qu'on en soit aujourd'hui à se ressaisir de ces questions autour de la ménopause. Et entre ces deux pôles de la vie des femmes, on a vu des tas de combats autour de la grossesse, autour des violences sexuelles, etc., etc. Mais pour ce qui nous intéresse, à savoir la ménopause, en effet, depuis quelques années, on voit à la fois des combats, mais aussi des réflexions. On a des thèses de sociologie sur la ménopause, des livres qui s'écrivent, etc., où il s'agit en fait d'en terminer avec toutes ces représentations négatives et où il s'agit de repérer comment on peut redéfinir en quelque sorte cet âge de la vie. Et je pense même que notre génération de quinquagénaires, on est sans doute la première génération de femmes en capacité, en quelque sorte, de réinventer notre âge et en essayant de redéfinir justement toutes les représentations qui sont associées donc à la ménopause, mais plus largement aussi à ce tournant soi-disant fatal de la cinquantaine. Mais l'enjeu, c'est précisément de montrer que cette décennie-là de la cinquantaine, elle peut renvoyer à des choses autrement plus positives et autrement plus joyeuses. Si on les invisibilise, qu'est-ce qu'on refuse de voir chez ces femmes de plus de 50 ans, Camille? Alors, c'est très intéressant la façon dont vous formulez cette question parce que c'est pile poil le problème. On refuse de voir que les femmes de plus de 50 ans restent non pas seulement des sujets désirables, mais surtout des sujets désirants. Et je crois que c'est vraiment là que ça se cristallise, c'est-à-dire que il y a une forme de refus absolu, et même, je dirais même de peur sociale, de voir dans l'espace public, dans la vie sociale, des femmes de plus de 50 ans qui sont des femmes désirantes, mais à tout point de vue. Alors, il y a la question de la sexualité, je vais y revenir, mais désirante aussi en tant que sujet, ayant des projets, ayant envie de faire des choses, ayant envie peut-être de découvrir de nouvelles activités, enfin, d'être dans une forme de volonté et d'action, de désir et de projection dans le monde. Parce que la société, elle veut pas que les femmes de plus de 50 ans se projettent dans le monde. Elle veut qu'elles restent à leur place de femmes, et notamment de femmes vieillissantes. C'est-à-dire qu'elles se préparent tranquillement à devenir des grands-mères. Elles le sont pas encore, mais ce qu'on leur demande, c'est juste de se mettre un petit peu en retrait, de se replier sur la sphère domestique si elles travaillaient, de pas en demander trop justement dans la vie professionnelle, et puis de tranquillement se préparer à s'occuper de leurs petits-enfants. Et ça, c'est évidemment scandaleux. Et donc, ça joue aussi évidemment sur les représentations, sur le désir des femmes de plus de 50 ans, le désir sexuel. Les femmes de plus de 50 ans peuvent éprouver, et d'ailleurs pour beaucoup de féministes, c'est interprété en ces termes, une libération de ne plus avoir leurs règles. D'abord parce qu'il y a plein de choses dont elles sont en quelque sorte débarrassées. Elles sont débarrassées aussi, et c'est pas rien, du poids de la concupiscence masculine, du poids aussi des exigences esthétiques. Et c'est un âge aussi où elles peuvent décider que elles sont comme elles sont et elles s'aiment comme elles sont, et que finalement elles peuvent. Je parle en termes de décision parce que c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas de l'ordre d'une acceptation. Je pense que c'est quelque chose qui demande un peu de travail quand on a passé la cinquantaine, de se dire ok, voilà. Tout ça se passe, ma peau devient fine partout, ça se relâche, mon visage descend un petit peu, et puis je prends du poids et j'arrive plus à le perdre, ou alors je suis grosse et il faut que j'accepte de le rester, ou je décide de le rester, ou j'accepte mes cheveux poivre et sel et je décide de plus les teindre. Enfin, il y a tout un travail à faire vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son apparence qui n'est vraiment pas facile, parce que vraiment les dictats esthétiques qui pèsent sur les femmes de plus de 50 ans, ils sont particulièrement pesant, et d'autant plus qu'il pèse à un âge où on comprend assez vite que ça va plus le faire, en fait, que malgré tous nos efforts, on va plus y arriver. Et enfin, moi, je me souviens l'avoir éprouvé assez fort. J'ai un parcours vis-à-vis de mon propre corps qui est pas simple. Et après avoir vécu une jeunesse problématique avec des troubles du comportement alimentaire, de l'hyperphagie, etc., j'ai passé ma vie de femme à me bagarrer contre les kilos. Quand on passe la cinquantaine, il y a un moment où on comprend que voilà, cet idéal moi je me souviens très bien que je me disais toujours, un jour,
un jour, je rentrerai dans un 38. Bon, eh ben, c'est quasiment... Moi aussi, sachez-le, moi aussi, parce que j'ai quasiment le même parcours que vous, donc je sais tellement, vous savez, je sais tellement ce que vous dites. Ouais. Et voilà. Et quand on arrive à cet âge-là, en fait, il faut juste, enfin, moi, je me souviens m'être dit, OK, bah, en fait, ce jour n'arrivera jamais. Et est-ce que c'est grave? Et non seulement, bah, je vais rester dans un 40, puis même, il est devenu même un 42. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est pour ça que je parlais aussi de réinvention tout à l'heure, c'est que on est un peu à la pointe, d'une certaine façon, de ces combats que mènent bien d'autres femmes aussi contre ce flux continu de diktats. Et je crois que, du coup, ce qui importe pour nous, c'est de faire passer dans l'espace public des représentations de femmes de notre âge qui sont pas des filles, hein, donc ça veut dire qui sont pas hyper minces, hyper femmes, etc., mais qui sont des femmes avec un corps de plus de 50 ans, de 60 ans, etc. Et ce qui me heurte beaucoup, c'est que on a pas mal glosé récemment sur des films où on voyait des actrices de plus de 50 ans. Donc je pense notamment au film The Substance avec Demi Moore qui a quasiment la soixantaine. Je pense au film aussi, comment s'appelle-t-il? Le titre m'échappe, mais où il y a ça c'est aussi la Ça fait partie cinquantaine. de notre âge, c'est la cinquantaine. Ça fait partie de l'âge. Nicole Kidman dans Ah oui, je vois très bien. qui a une histoire d'amour et de sexe avec son Oui. stagiaire. Bon, ok, c'est deux actrices depuis de 60 ans, mais franchement, il faut dire les choses comme elles sont. Ces deux femmes ont des corps de quadragénaires, si ce n'est de trentenaires. De trentenaire, de trentenaire. Bah ouais. Même des corps qui C'est- n'existent pas, en fait. Voilà, c'est des femmes aussi qui ont les moyens de faire en sorte d'avoir ces corps-là. C'est des femmes qui ont eu recours à la chirurgie esthétique, qui ont recours à je ne sais quels soins corporels, de massage, d'injection, je ne sais quoi. Enfin bref, c'est un leurre, c'est même une mystification. Et pour les femmes ordinaires de plus de 50 ans, moi je trouve ça triste. C'est-à-dire qu'on peut pas se réjouir de voir des actrices de cet âge-là à l'écran parce qu'en fait, ces femmes contribuent à nourrir en fait Bien sûr. le mythe cette grande tromperie, c'est non, les femmes de plus de 50 ans n'ont pas ces corps-là. Quand est-ce qu'on va montrer des femmes qui ont ce corps-là? Moi, je me souviens de ce magnifique film, du coup, je me souviens du titre qui s'appelle Aquarius. On voyait une actrice qui avait à l'époque du film 66 ans. Elle a un corps de femme de 66 ans. Par ailleurs, elle a subi un cancer du sein, il n'en reste plus qu'un. Et il y a une scène magnifique où elle fait l'amour avec un jeune homme. Enfin, et là, on voit une femme dans son corps de son âge, et ça, c'est hyper important. J'adore ce que vous dites, Camille, vraiment, j'aime beaucoup. Souvent, vous dites que dans l'histoire du féminisme, chaque phase de la conquête du droit des femmes a été suivie d'une phase de silenciation. Et je me demandais si ce phénomène pouvait aussi arriver avec la ménopause, puisque la ménopause aujourd'hui, quand même, on en parle beaucoup. Et vous dites que cette phase de silenciation est arrivée parce que souvent, on n'a pas partagé avec les hommes. On est à un moment où il va falloir, maintenant, je pense, malheureusement, résister à cette logique très efficace dans le système patriarcal qui consiste à essayer d'empêcher à tout prix que les femmes mettent en partage leur expérience vécue, mettent en commun leur combat et puissent ainsi ensemble faire changer les choses. Parce que historiquement aussi, on le sait, c'est uniquement comme ça que les femmes sont parvenues à conquérir des droits. Et on sait aussi que la honte, qui est un sentiment très efficace pour isoler et séparer les femmes les unes des autres, la honte qui est inoculée aux filles dès la puberté. Donc c'est une philosophe états-unienne qui s'appelle Sandra Lee Bartke, qui a travaillé notamment sur la condition des femmes africaines américaines et qui montrait que quand les femmes ont honte de ce qu'elles sont, elles gardent pour elles en fait ce sentiment et elles s'interdisent de partager parce que la honte c'est un truc très spécifique. On pense toujours être la seule au monde à avoir honte de ce qu'on est. Mais si on ne partage pas ce sentiment, on ne se rend pas compte qu'on est très très nombreuses en réalité à partager ces mêmes sentiments de honte, quel que soit d'ailleurs ce qui motive cette honte. Et autour de la ménopause, c'est très spécifique. Enfin, je sais pas comment vous l'avez vécu vous, Elsa, mais moi, aucune femme ne m'a jamais rien dit. Enfin, un mot sur ce que j'allais traverser de cette longue période de périménopause. Moi, j'avais en tête ce coup-frais fatal, comme si du jour au lendemain, toc, j'aurais plus de règles et voilà, j'étais une femme ménopausée. Mais non, c'est 5 années de sa vie et c'est même d'ailleurs, enfin moi, par ailleurs, j'ai découvert que je faisais partie de ces quelques femmes qui auront des bouffées de chaleur toute leur vie. Et bah c'est pas grave, mais si je l'avais su, j'aurais apprécié
de le comprendre et de savoir, bon, voilà. Maintenant, je me dis, je fais une petite parenthèse parce que je voudrais partager justement cette expérience vécue-là avec celles qui nous écoutent. Donc, je continue d'avoir des petites bouffées de chaleur et je pense que ça s'arrêtera jamais. Et j'ai remarqué aussi qu'elles arrivaient, mais pas n'importe quand, à des moments où je ressentais une émotion particulière. Et maintenant, je m'en sers comme des petits signaux. Quand j'ai une petite bouffée, je me dis, ah, tiens, qu'est-ce qui se passe, Camille? Il y a quelque chose qui te contrarie ou il y a quelque chose. Et je m'aperçois qu'en effet, cette bouffée de chaleur, elle vient signifier quelque chose pour moi. Et du coup, je la prends comme un enseignement et c'est utile pour moi. Et bon, bref, tout ça pour dire que il faut en effet faire en sorte de maintenir cette dynamique de mise en commun et de mise en partage. Il faut que les hommes autour de nous acceptent de tendre l'oreille, de nous écouter parler de ce que nous vivons. Donc ça se passe un peu pour la contraception, ça devrait se passer pour la ménopause, que les conjoints de femmes cinquantenaires fassent l'effort d'écouter ce qu'elles ont à leur dire sur ce qu'elles sont en train de traverser, comprendre par exemple que les variations de l'humeur qui sont liées aux variations hormonales, c'est quelque chose qu'on peut juste intégrer dans la vie familiale et pas en faire forcément un lieu de crispation et de conflit, mais d'essayer simplement juste de rester à l'écoute et de se dire, ah, bah, il y a peut-être en ce moment, c'est peut-être particulièrement compliqué parce que hormonalement il se passe ci, ou parce que tout simplement, existentiellement, c'est un moment de la vie, un tournant de la vie qui est pas forcément facile à vivre et que on peut, enfin voilà, moi je l'ai verbalisé aussi dans mon couple de dire ben voilà en ce moment c'est pas facile ce moment, cette date, c'est ce 5 qui va apparaître dans mon âge et puis tout ce que je ressens dans mon corps, bon, pouvoir en parler à la maison, pouvoir en parler avec ses enfants aussi, pourquoi pas, parce que c'est aussi la transmission de mère à fille. Et donc, moi, je sais que ma fille, aujourd'hui, bah, elle sait que il se passe des choses aussi, qui sont aussi bouleversantes au moment de la ménopause qu'elles l'ont été au moment de la puberté. Et ça, c'est de la transmission, c'est important. Et ensuite, quand les hommes font cet effort de nous écouter, de nous comprendre, si on a quelques-uns qui peuvent faire des efforts supplémentaires pour éventuellement modifier leur comportement dans leur vie quotidienne à eux, dans leur vie de famille ou au travail, etc., pour lutter contre le sexisme ordinaire, par exemple, c'est super. Et s'il y en a encore quelques autres, ils seront de moins en moins nombreux, mais bon, à s'engager eux-mêmes, à prendre part à nos combats, et puis à produire des outils féministes à destination des hommes aussi. Ça, c'est hyper important aussi, que les hommes fassent cet effort entre eux, de se parler entre hommes, de ce que nous vivons et des attentes des femmes sur un certain nombre de sujets. C'est hyper important parce que c'est aussi une charge pour les femmes, cette charge de pédagogie féministe où il faut sans cesse qu'on explique à nos fils, à nos pères, à nos maris, à nos copains, des choses qui pourraient tout simplement faire l'effort de découvrir et de mieux connaître par eux-mêmes. Enfin voilà. Et de toute façon, le projet féministe, c'est pas de vivre sans les hommes. Tous les hommes, en tant qu'ils participent de notre vie sociale et de la vie privée, intime avec leur compagne, tous les hommes devraient se soucier de comprendre qu'il y a des choses qui doivent désormais absolument changer. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement aux femmes qui vous écoutent? Quels conseils vous pourriez donner, vous en tant que femme philosophe, qui vit cette ménopause? Ce qui me vient spontanément, et je vais me faire confiance, parce que d'ailleurs ça c'est un conseil que je donne souvent à mes étudiantes, aux filles spécifiquement, toujours faire confiance aux idées qui viennent comme ça spontanément, parce que c'est aussi un réflexe féminin que de se dire ah non, non c'est peut-être pas aussi intéressant que ce que je crois. Peut-être premier conseil ce serait ça, de se faire confiance et notamment de se faire confiance quand soudain on a envie de dire quelque chose, on a envie d'exprimer quelque chose, que ce soit vraiment enfin auprès de ses proches, mais aussi au travail, pourquoi pas. Ce que les femmes ont à dire est intéressant. Et ce que les femmes ont à dire est pour moi même précieux et contribue très certainement à ce que nos sociétés puissent se transformer dans un sens plus égalitaire, moins hiérarchisé et moins sexiste. Donc que ces voix féminines qui sont si importantes pour moi dans mon travail, mais qui sont si importantes aussi pour les féministes et pour les femmes en général, que ces voix s'expriment, voilà, sans être brimées, sans être silenciées, et que par exemple, cette petite pratique que je mets en œuvre moi-même dans ma vie familiale, de prendre 2 fois par an de façon symbolique, de se réunir et de prendre un moment en famille où on fait tourner le bâton de parole et on écoute chaque personne dans ce qu'elle a à dire vis-à-vis de la façon dont ça se passe dans la famille, les relations, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas. Juste mettre en partage et être dans l'écoute, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important.
Tous les passages et les bouleversements de la vie d'une femme ne devraient pas rester des combats solitaires. Il faut prendre la parole, se raconter, transmettre avec les hommes qui eux aussi ont un rôle à jouer, celui d'écouter, de soutenir et d'avancer avec nous. Merci à Marie-Agnès Gillot de nous avoir accueillis dans son petit coin de paradis en Normandie. Merci pour sa disponibilité et sa franchise. On vous conseille fortement son livre « Sortir du cadre » qui est esthétique, profond et captivant. Merci à Camille Froidevaux-Métry pour cet échange à cœur ouvert. Allez consulter ses ouvrages en librairie, ils sont tous passionnants. Merci à Caméra Subjective de nous avoir autorisé à diffuser des extraits du documentaire Demain j'arrête de Juliette Paquin et Marie-Agnès Gillot, toujours disponible sur la plateforme Canal+. Merci à Sophie Drumin qui a tourné, monté et écrit cet épisode. Merci à Célia Brondeau qui l'a mixé. Quant à moi, je vous souhaite de très belles vacances, un très bel été. Prenez soin de vous. Ciao!